Bonsoir à tous, bienvenue dans Ça vous regarde, une heure de débat. Impossible aujourd'hui de ne pas parler de cette finale de football et de cet Euro 2016, même si on a perdu. L'Euro a été une fête, le peuple français, politiquement et socialement morcelé, entre gauche et droite, entre milieux intégrés et milieux marginalisés, a fait place à un moment, à une nation heureuse, une bulle, une parenthèse enchantée. Les Français, habitués à broyer du noir, ont été capables de voir un peu de bleu dans leur ciel. C'est une chance pour un président pris depuis des années dans la spirale du dénigrement, au terme d'un quinquennat marqué par les attentats et les tensions. La ferveur nationale qu'a créé l'Euro offre enfin l'occasion de réparer les Français. Les drapeaux flottent aux fenêtres, comme ils flottaient après les attentats de novembre. Le Portugal a gagné, mais l'Euro est une victoire pour la France. François Hollande s'est félicité de l'organisation sans accroc majeur de la compétition, malgré la menace terroriste et les conflits sociaux. Et espère bien sûr capitaliser sur cette parenthèse en dépit de la défaite des Bleus. Y a-t-il de la récupération politique? Le foot permet-il aux politiques de gagner des points en popularité? Le football permet-il de renforcer la cohésion nationale? Quid de l'éviction de Benzema? Et est-ce qu'on n'en demande pas trop au foot, finalement? On en parle avec vous, avec notre partenaire, le JDD, notre site lcp.fr, #CVR, ça c'est pour les tweetos, et notre site Facebook pour être tout à fait complet. On en parle surtout avec nos invités. Eduardo Riancipel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la 8e circonscription de Seine-et-Marne, français, d'origine brésilienne, passionné de ballon rond, comme tout Brésilien qui se respecte. Vous avez même mis en place l'équipe de France de football, dont des députés, dont vous êtes le capitaine. Je vois même le maillot, là, derrière, si on peut le voir, là. Toujours. Enlever la veste, directement. Surtout après la défaite. Vous pouvez enlever la veste, on le verra bien. On le verra bien. Allez-y, il n'y a pas de souci. Face à vous, François Rochebloine. Nous obéissons. Merci, vous êtes trop aimable. François Rochebloine, vous êtes député UDI de la Loire. Vous présidez, vous aussi, l'amicale parlementaire du football, qui regroupe 80 parlementaires français. À côté de vous, Bruno Roger Petit, bonsoir. Vous êtes éditorialiste au magazine Challenge, ancien journaliste à France 2, présentateur du Journal de la Nuit, on s'en rappelle. Date, oui. Ça date. Ancien journaliste à Sport 365, du côté de notre ami Patrick Chen, à qui on passe bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enfin, Bélir Nabli, bonsoir. Vous êtes enseignant, chercheur en droit public, directeur de recherche à l'IRIS. Vous avez publié plusieurs essais sur l'exercice du pouvoir. Votre dernier ouvrage, La République identitaire, ordre et désordre français, aux éditions du CERF, passionné de football, bien évidemment. Question à vous quatre. Vous avez vu le match d'hier, déçu ou content quand même du parcours des Bleus? Eduardo Riancipel, vous étiez au stade. Oui, j'avais cette chance de pouvoir voir le match du stade, mais je suis comme tous les Français qui supportaient l'équipe de France, frustré. Cette déception, même si c'est une défaite différente des autres, parce que ce sont nos amis portugais qui ont gagné. On préfère bien que ce soit le Portugal plutôt que l'Allemagne, surtout qu'on a battu l'Allemagne. Mais il y a ce goût d'inachevé ce matin, et en même temps l'esprit un peu tranquille, parce que je crois que cette équipe de France a déjoué à tous les pronostics, a su trouver une sorte de volonté en elle-même qui était supérieure parfois à la qualité du jeu qu'elle pouvait procurer, ce qui a permis d'aller en finale et de regagner le cœur des Français dans cette belle communion qu'on a vue tout au long de cet Euro se développer. Donc à la fois frustré, déçu de la défaite, mais en même temps, chapeau à l'équipe de France, chapeau à l'esprit qu'ils ont dégagé, qui à mon avis est un excellent point d'appui pour l'avenir. François Rochebloine, vous étiez derrière la télé. Derrière la télévision, mais évidemment déçu, bien sûr. Mais je crois qu'après cette demi-finale remportée contre l'Allemagne, on se voyait déjà, on avait déjà gagné pratiquement cet Euro 2016. On avait fait la finale le lendemain de la victoire. On considérait absolument qu'on avait déjà gagné l'Euro. Et moi, je salue d'abord les deux équipes, bien sûr, mais je salue l'équipe du Portugal. Je crois qu'il n'a pas volé sa victoire. Et avec, bien sûr, la blessure de Ronaldo qui a modifié considérablement le match. Je crois que nous avions commencé, l'équipe de France avait commencé le match d'une manière conquérante et l'on pouvait avoir beaucoup d'espoir. Et puis, cette blessure a d'une certaine manière désorganisé l'équipe de France. Le match n'a plus été le même après. Et puis, c'est vrai que c'est, j'allais dire, un Lillois, un Français, j'allais dire,
un Portugais qui joue en France, qui a crucifié l'équipe de France, de Ligue 1, absolument. Et contrairement à certains... Que personne ne connaissait jusqu'à hier. Écoutez, non, pas totalement jusqu'à hier, mais je crois que le but que certains disent un but chanceux, je ne le pense pas. Effectivement, il a tenté sa chance et on a assisté à 2 grands gardiens, je crois, aussi bien le gardien français que le gardien portugais. Le gardien portugais a eu peut-être plus d'arrêts à faire et dès la claquette qu'il a réalisée sur la tête de Griezmann, on va sans doute modifié considérablement le match. On va se concentrer sur la technique, on va rester sur la... Je crois que moi je voudrais simplement dire, si vous me le permettez, que je suis très heureux de l'organisation. Oui, on va en parler. On va en parler. Vous partagez l'optimisme, malgré la défaite, l'optimisme des parlementaires, Bruno Roger Petit? C'est quand même... La défaite en finale, c'est la pire des défaites possibles. Voilà. On serait sorti en quart, éventuellement en demi contre les Allemands. On se dirait, bon, bah voilà, on a fait un joli Euro, on est allé en quart de finale, on est allé en demi-finale. Mais là, perdre dans les prolongations, après une séquence de jeu qui démarre quand même sur une erreur d'arbitrage qui amène le but, avec au passage un Loris qui va se blesser sur une action qui n'est pas au mieux au moment où Eder déclenche son tir. Bon, c'est quand même, ça reste un petit peu en travers de la gorge. Alors évidemment, moi je suis très supporter de football, donc je veux bien assumer cette part de chauvinisme et où j'ai un peu de mal à accepter cette défaite. Mais voilà. Alors du coup, effectivement, là je rejoins ce que j'ai entendu avant, on a l'impression qu'on nous a volé quand même la dernière partie de la fête, quoi. Et je voyais bien ce matin les gens que je croisais, sauf ceux qui étaient un peu d'origine portugaise au bureau. J'en ai vu à Challenge qui nous disaient ironiquement « pas trop déçus ». Bon, mais ça fait partie aussi des joies du football et du commun que ça génère. Bon, donc quand même, je l'ai un petit peu en travers de la gorge. Eliane Abli, pas trop déçu? Aucune analyse footballistique, je n'ai pas les compétences. Et en plus, la passion risque de m'emporter en la matière, donc je vais exercer un droit de réserve. La passion, c'est une compétence. Non, il faut savoir la canaliser parfois, on va dire. Non, mais sinon, l'une des grandes questions, je trouve, même d'ordre politique, qui a accompagné cet Euro, qu'il a même annoncé, c'est savoir si notre équipe nationale était capable, finalement, de refléter l'unité du pays. Ouais, c'est ça. De renforcer cette unité dans une société particulièrement fracturée à différents niveaux, socialement d'abord et avant tout, naturellement, territorialement. Et donc, savoir si finalement, au terme de cet Euro, on sort plus unis ou plus divisés. Et là, c'est une question, je trouve, qui a été soulignée à sa manière par le président de la République lui-même lorsqu'il a dit, avec ces termes, que on sort le sport unis ou plus divisé, alors votre diagnostic. Le sport unissait, tandis que la politique divisée. Ça va pas de soi, hein, je trouve. Une telle assertion mérite réflexion. Le politique a aussi vocation à unir. Donc, partir du postulat que le politique divisé... Le politique n'est pas la politique. C'est peut-être alors, je ne sais plus s'il a dit le politique ou la politique. Oui, mais même la politique est capable... La politique aussi, même la politique est capable d'unir. Il y a des épisodes historiques qui en témoignent. Donc on pourra y revenir, mais bon, c'est cette dimension qui m'intéresse. Je voulais qu'on regarde ensemble cette image. Les joueurs de l'équipe de France à l'Élysée, reçus par François Hollande, président de la République, avait prévu de les recevoir à déjeuner, voilà, après leur bon parcours achevé en finale de l'Euro 2016. Voilà, un déjeuner qui dure 2 heures au Palais présidentiel. Un discours à huis clos du président François Hollande, un discours qui a fait chaud au cœur aux Bleus après cette défaite. C'est ce qu'a commenté Olivier Giroud. Est-ce que c'est normal? C'est aussi le boulot du chef de l'État dans ce genre d'événement, ou est-ce qu'on peut parler de récupération politique? La droite accuse le pouvoir en place notamment de récupération politique sur ce déjeuner. Édouard Dorian-Sipel. Non, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, on peut saluer... D'abord, je crois que c'est le rôle du président de la République. Il est le président de tous les Français. Il s'agit de l'équipe de France. Et donc, il est de tradition que le président de la République soit au premier poste, qu'il soit de gauche, de droite, peu importe. C'est une vieille tradition française que François Hollande poursuit. Et je crois qu'on peut saluer quand même la sobriété avec laquelle le président Hollande a affiché son enthousiasme, sa passion et son soutien à l'équipe de France, parce que je crois qu'il est très conscient d'une chose, et je partage cela avec lui, c'est que c'est pas la peine de jouer les récupérateurs. Laissons la récupération pour le football. C'est un poste très important dans une équipe de football. Mais la récupération politique par le sport est quelque chose qui aujourd'hui, en plus, est tout à fait décrypté par les Français. On n'est plus en 98.
Je rappelle quand même qu'entre-temps, il y a les Internet, les réseaux sociaux qui sont là, et les Français maintenant sont eux-mêmes des décrypteurs de la communication politique. Et je crois qu'on a eu un président qui était à sa place, dans son rôle, qui n'en faisait ni trop ni pas assez. Et je crois que c'est cela qui va rester. Et la récupération politique, elle ne marche pas. Ce qui a fonctionné aujourd'hui dans cette équipe de France, et y compris chez ceux qui l'ont suivi, c'est l'authenticité qu'elle a dégagée. Et je crois que de ce point de vue, le président Hollande étant d'ailleurs un amateur authentique de football, il n'a pas besoin de tricher pour Hier, dans le JDD, François Hollande dit que la récupération politique n'est ni bonne pour la politique, ni bonne pour le sport, mais après avoir accordé un entretien de 4 colonnes au JDD, quoi. Écoutez, là, je partage totalement ce que vient de dire mon collègue. Je crois qu'on le sait, le président Hollande, comme le président Sarkozy également, sont des passionnés de football, comme le Premier ministre également, Manuel Valls. Je ne vois pas pourquoi, effectivement, il se priverait d'assister accompagner, j'allais dire même, l'équipe de France ou telle ou telle équipe dans certaines circonstances. Et je crois qu'à l'occasion de cet Euro 2016 qui s'est déroulé en France, comme ça a été le cas en 1998, il est tout à fait naturel et normal lorsque une équipe participe comme elle l'a fait d'une manière brillante, même si elle n'a pas remporté cet Euro 2016, qu'elle soit reçue à l'Élysée. Le discours a été donc off, j'allais dire, et je pense que c'est très bien. Sans journaliste, j'apprécie particulièrement. Alors dans cette émission, on a l'habitude de donner la parole à ce qu'on appelle nos sentinelles citoyennes. On est avec Delphine Messas. Vous êtes avec nous, Delphine. Vous avez certainement une question. Bonjour. Une réflexion, une question à poser. Bonjour. Oui, je suis avec vous. On vous écoute. Non, écoutez, moi, j'ai trouvé l'Euro vraiment... que j'ai trouvé que c'était une belle victoire par rapport à tout ce qui avait pu se passer en France. Beaucoup moins de joie depuis un certain temps. Et je trouve que l'Euro a vraiment recréé une belle ferveur dans le pays, une belle unité. Et j'ai trouvé que, même si la France a perdu, ça a été vraiment beau à voir. Un sentiment, une fierté française qui est vraiment ressortie. Et rien que ça, je pense que c'est une belle victoire déjà pour le pays. Et c'est pour ça qu'on remercie vraiment les Bleus. Malgré, il y a eu des menaces, il y a eu beaucoup de... Il y avait quand même des risques et tout s'est très bien passé. Je pense que ça fait vraiment du bien moralement aux Français. Et donc voilà, et rien que pour ça, je pense que c'est une très belle victoire et une très belle chose que l'Euro se soit déroulé en France. Merci Delphine. Une fierté retrouvée, Bruno Roger Petit? C'est pas tant qu'une fierté retrouvée que de renouer avec l'équipe de France. Voilà. Parce que le football, quoi qu'on en pense, je vais citer Albert Camus, c'est une tarte à la crème, mais quand même... tout ce que je sais des hommes, c'est le football qui me l'a appris. Bon, c'est le jeu universel, c'est celui auquel tout le monde a joué ou peut jouer à tout moment. C'est un concentré des passions humaines, le jeu, la conquête, la guerre, la victoire, la défaite, apprendre à gérer une victoire, apprendre à gérer une frustration. Bon, c'est pour ça que c'est partagé. Et c'était très intéressant de voir qu'on sentait bien que le peuple français, footballistique et ailleurs, avait envie qu'il se passe quelque chose autour de l'Euro. 14 millions de téléspectateurs au premier match France-Roumanie, près de 21 millions sur la finale, plus 2 à 3 sur beIN Sport probablement. Ça veut dire que vous avez hier 24 à 25 millions de Français, grosso modo, qui ont regardé le match. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Donc il y avait envie de renouer avec l'équipe de France. Récupération, c'est quand même la question sur laquelle il faut revenir un peu. Le premier président qui a reçu une équipe de football à l'Élysée... C'est le général de Gaulle. Non. C'est Valéry Giscard d'Estaing, les Verts de 76. Parce que ni De Gaulle ni Pompidou n'ont été confrontés à ça, parce qu'à l'époque, nous n'avions ni en Coupe d'Europe, parce que le Grand Reims, c'était fini, ni en équipe de France, des résultats de haut niveau. La première équipe qui entre dans la cour de l'Élysée, dans les R5 vertes, c'est les Verts de 76. Mitterrand a reçu... Voilà. Oui, tu devrais le savoir. J'avais perdu en finale. Ouais. Mitterrand a reçu, après l'Euro 84, gagné par la bande à Platini, les Français, mais c'était pour leur remettre la Légion d'honneur. Jacques Chirac, en 98, j'y étais, garden party du 14 juillet, quelque chose... Voilà. Bon, depuis, les présidents mettent leur nez là-dedans. Mais ils le font, je dirais, quand même avec une certaine forme de retenue. C'est-à-dire qu'effectivement, on essaye bien un peu de tirer un peu la lumière, mais on n'en fait pas trop non plus. Vous verrez, en 2018...
La Coupe du Monde a lieu en Russie. Là, vous allez voir ce que c'est qu'un régime qui organise un événement sportif pour en faire quelque chose, effectivement, d'ultra-politique sur fond de nationalisme et souverainisme retrouvé. Là, vous allez voir. Lire Nabli, comme dit Bruno Roger Petit, le sport, le football, ça parle au triple, aux émotions, alors qu'en politique, c'est difficile de faire passer. C'est pour ça que c'est ça le secret. Le secret, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une forme de recherche du politique de trouver un vecteur pour communiquer avec la population, vu le contexte général de défiance entre la société et le politique, précisément. Mais pour revenir sur ce qui était dit, effectivement, l'équipe nationale est devenue une sorte d'étendard à l'international. C'est un organe de représentation de la France à l'extérieur. Et c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs, c'est pas propre à la France. Il y a consensus autour de cela. Le fait que la France représente que l'équipe de France représente la France, c'est quelque chose d'assez consensuel. Mais du point de vue interne, ça se pose avec beaucoup plus de difficultés. Est-ce que l'équipe de France représente la société française? C'est là où les crispations ont pu s'exprimer, y compris pour cette équipe de France-là. Vous voyez que la notion... En 2010, Naïsna, ça fait mal à cette image mais même de la France à l'étranger. L'affaire Ben Arfa, il n'y a pas eu d'affaire Ben Arfa. On va en parler en deuxième partie de l'émission. Oui. Vous voyez, la question de la représentativité, elle se pose à l'échelle internationale et à l'échelle interne. En deuxième partie d'émission, Eduardo Yancipel, vous vouliez réagir? Oui, sur cette question de la récupération, de l'utilisation par un pouvoir du sport ou d'une équipe de football. Moi, je suis né au Brésil, mais en 1970, je n'étais pas né. Et la plus belle, peut-être, des équipes au monde, c'était ce Brésil de Pelé en 1970, de Rivellini et de tous les autres. Il faut savoir que c'était la dictature militaire au Brésil. Ce n'était pas un pouvoir démocratique, comme nous avons la chance de l'avoir en France. Et même au Brésil, même si les choses sont un peu floues en ce moment au Brésil. La dictature brésilienne, c'était largement, pas inspirée, elle avait largement utilisé par la propagande militaire les succès des champions brésiliens pour sa propre propagande politique. Et aujourd'hui, nous avons complètement changé d'époque. Ce qui me frappe le plus, c'est que, en effet, les Français ont décidé de renouer avec l'équipe de France parce que l'équipe de France, elle s'est de nouveau rapprochée de manière authentique des gens. C'est l'anti-Naïsna ce qui s'est passé ici en France. Et ça, c'est un grand succès des organisateurs, de la fédération et du sélectionneur Didier Deschamps. Et je crois là-dessus que les Français, en effet, je suis d'accord avec vous, ont besoin de retrouver du commun, d'essayer de se projeter dans une sorte d'unité nationale, dans ce que j'appellerais un patriotisme joyeux qui s'oppose, à mon avis, contre tous les nationalismes malheureux et dangereux qu'on voudrait nous imposer, et dont ces mêmes acteurs se servent de Naïsna pour essayer d'imposer une image qui n'est pas celle qu'attendent aujourd'hui les Français. Ce n'est pas seulement le football. Je crois qu'il y a différentes disciplines. Lorsque les succès sont là, les présidents accueillent tout naturellement les sportifs à l'Élysée. C'est tout à fait naturel que l'on honore effectivement. Alors faut-il leur remettre la Légion d'honneur? Ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est un autre problème. Mais par contre, il est tout à fait naturel qu'ils soient reçus et accueilli par le président de la République. Et pour moi, je n'y vois pas de la récupération. Alors en football, on a l'habitude de dire que François Hollande est plutôt croyant, mais pas pratiquant. Hein. C'est mal le connaître. Il pratique à sa façon. Il adore le football, comme on le voit ici sur ces images extraites d'un documentaire consacré au président de la République. On regarde et on réagit juste après. François Hollande est un fan de football. Ici, il mouille le maillot lors d'un match de gala. Une petite foulée. C'est la petite foulée, il pourrait courir comme ça des jours et des jours, n'est-ce pas? Il se fatigue peu et il va courir 12 mètres. Rocheteau montre dans quel sens il faut courir, dans quel sens il faut marquer. Il n'a toujours pas touché le ballon, qui va peut-être le toucher. Regardez bien, mais oui, François Hollande! Mais oui, François! C'est extraordinaire ce centre qui n'aboutit pas. François Hollande qui a essayé de tacler Pierre Sarkozy, c'est pas joli, monsieur. Voilà, commentaire signé l'excellent Christophe Duchiron. Voilà, il tacle même le fils Sarkozy à la fin, François Hollande. Il faut être pratiquant de la religion football pour plaire aux Français, Bruno Roger Petit. Non, je pense pas, parce que, comme le disait très bien Eduardo Yancipel, les gens font la différence. C'est-à-dire qu'on est dans un univers aujourd'hui où vous ne pouvez pas raconter d'histoire aux gens. Si vous venez pour parler football à la télévision en tant que représentant politique, ils vous démasquent, et que vous ne connaissez rien au sujet, ils vous démasqueront, mais à la vitesse de l'éclair, et ils vous diront, celui-là, il se moque de nous. Voilà. Non, mais c'est une réalité. Bon, j'ai animé une émission, on parlait de sport et politique sur Sport 365, j'ai eu quelques élus qui sont venus. Bon, en 2 questions, vous voyez s'il y a maîtrise du dossier
ou pas. Voilà. Et je considère hier que c'est un risque en termes de communication politique que de venir se livrer à l'exercice quand on ne connaît pas les Verts de Saint-Étienne ou le Brésil des années 70. Voilà. Non, mais je sais que vous les connaissez. Voilà, très bien. Non, mais c'est pour ça. Voilà. On entend bien quand vous parlez que vous maîtrisez le sujet. Vous pouvez inviter Rocheblol chez vous. Hein, mais non, mais alors du coup, ça ouvre quand même une perspective, si vous voulez. Quand vous voulez récupérer le football, il y a deux façons de faire. Il y a ce qu'on a vu et qui s'est souvent passé autour des Coupes du Monde, j'y assiste. Italie 34, il fallait que l'Italie Mussolini de fasciste gagne. Argentine 78, il fallait que l'Argentine de Villela gagne. Vous verrez, je répète, que dans la Russie de 2018, il faudra que la Russie aille loin, sinon il y aura un problème. Voilà. Ça, c'est une première façon de faire. Puis vous avez une deuxième façon de faire, c'est de se servir des problèmes du football pour essayer de les récupérer et justement pointer les clivages, alimenter les divisions, crisper les gens. C'est ce qui s'est passé après 2010, quand on a essayé de raconter autour de cette affaire, qui était juste une histoire de règlement de compte entre gamins qui tournent mal, parce que la vérité, c'est ça, et on a essayé de nous expliquer que c'était tout le problème des banlieues et de la jeunesse française qui était porté par l'équipe de France, alors que ça n'avait rien à voir. Voilà. Donc je suis très content que cet Euro soit bien passé, très content qu'on ait remis l'équipe de France à sa place, ni plus ni moins, au plan sociétal, sociétal, politique, culturel, et qu'on en termine avec cette phase qui a duré 6 ans, où en permanence on guettait le moindre manquement d'un joueur qui n'aurait pas chanté la Marseillaise suffisamment fort ou suffisamment haut. Le football est remis au centre du village. C'est parfait. L'intervention des politiques existe. Nicolas Sarkozy, samedi en déplacement dans le Bas-Rhin, se compare à Olivier Giroud et il dit c'est un footballeur qui n'échappe pas aux critiques quand il est un peu moins bon, mais qui se relève toujours et il se tient droit comme moi. Oui, moi j'aime bien ça. J'aime bien ça parce que d'abord Nicolas Sarkozy est un vrai passionné de football. On peut pas lui reprocher de ne pas aimer cela. Il est comme le président Hollande. Un peu trop le PSG. La différence, voilà. Apparemment, il n'y a pas de clivage droite-gauche en fait. Chirac, qui était un pur animal politique, qui connaissait rien au sport, en tout cas plus au sumo et beaucoup au sumo, mais rien au football. Alors pour le coup, il a su, si vous voulez, surfer, se mettre au niveau des gens, pour pouvoir en faire un instrument d'utilisation politique, mais c'est bien joué de sa part, je ne vais pas le lui reprocher. Mais ce que vous disiez de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire l'utilisation du langage du football, les figures de style liées au football pour passer des messages politiques, moi je trouve ça très sympa. Pour une raison très simple, c'est que il faut aussi parler le langage des gens. Vous savez, moi je viens du Brésil, tous les hommes politiques utilisent le langage imagé du football pour passer des messages aux gens. C'est le langage commun, les gens font la part des choses, mais si vous voulez à un moment donné imposer une idée ou jouer la figure de style en comparaison avec quelqu'un qui se relève, qui se redresse, comme Nicolas Sarkozy probablement dans la primaire par rapport à l'élection présidentielle, tout ça me paraît bon enfant, intéressant, mais attention aux manipulations à 3 balles qui peuvent se retourner contre leurs auteurs. Et surtout qu'on n'est jamais loin de l'instrumentalisation politique. Vous prenez l'exemple de Giroud. Enfin, choisir Giroud, c'est choisir une image particulière. C'est pas n'importe quel joueur de l'équipe de France. Je vais pas vous décrire l'image qu'il a. C'est un blanc avec un nom bien français, c'est ça que vous... Non, pas non. Un beau gosse, vous avez dit, oui, notamment. Un beau gosse attaquant qui marque des buts, élégant. Voilà. Oui, il est beaucoup plus grand. Vous voyez que... on ne peut pas vraiment neutraliser ou dire que tout cela est neutre. Je veux dire, même le choix du joueur... Je n'ai pas dit que c'était neutre, je suis d'accord. Je veux dire, voilà, il y a une portée politique dès lors qu'on décide pour un acteur politique d'entrer dans le champ lexical footballistique. Et surtout qu'il y a un surinvestissement autour du football. Et moi, je considère que c'est dangereux en vérité. Parce qu'on va tendre vers le simplisme et vers la récupération assez simple. Et dans un sens ou dans un autre, on ne sait jamais. Ça dépend aussi des acteurs ou des protagonistes. Et là, c'est pas forcément du populisme, puisqu'il y a même des figures intellectuelles de ce beau pays qui se sont engagées, finalement, dans l'instrumentalisation vraiment quasiment vulgaire. Autour de l'équipe. Voilà, Winkelkraut qui parle des gens à travers leur couleur de peau. En parler, c'est la deuxième partie. Etc. Il y a une racialisation de l'équipe de France. Vous ne voulez pas déflorer le débat, mais ça, je suis d'accord avec vous. Moi, je parlais d'une chose différente. C'est par exemple de jouer. Attention, vous voyez, un match, ça se joue jusqu'à la fin. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, rien n'est gagné. Le challenger peut gagner. C'est un langage imagé. Oui, mais là, la métaphore fait partie de la vie. On fait des références politiques. C'est ça. Jean-Marie Le Guen, quand il fait une référence, Jean-Marie Le Guen fait une référence nette. Il dit il faut jouer collectif. Il s'adresse aux frondeurs. Et pas marquer de but contre son camp. Il s'adresse aux frondeurs. Football. Pourquoi ce serait pas valable aux politiques, franchement? Est-ce que ça se traduit dans les intentions de vote des finales comme celle-là, même si on a perdu?
Alors Est-ce là, on engrange des points, popularité, ou c'est marginal? Saint-Étienne ne gagne plus, mais Roche-Blanc gagne ses législatives. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir. non. Moi, je ne le. Les députés de la Loire. Hein. Oui, je ne le crois. Il n'est pas loin. Je ne le crois pas. À l'échelle nationale, je ne pense pas, mais à l'échelle locale, mais micro, ça a une dimension. Si je peux me permettre, effectivement, alors c'est pas effectivement l'équipe de France, mais lorsque Saint-Étienne, on a l'habitude de le lire, va bien, on sent dans la ville, et le président Romeillet le dit assez souvent, le lundi matin, les gens vont mieux. Même si la situation est toujours aussi difficile, si rien n'a changé, eh bien, il y a déjà cette espèce... il participe à la joie, la population participe à cette joie collective, effectivement, et des résultats dont... Ça détend l'atmosphère et la relation entre les gens. Absolument, absolument. Moi, c'est ce que j'apprécie le plus. Historiquement, les réussites footballistiques, elles ont aidé les présidents en place. On se rappelle de Chirac en 98, vous en aviez parlé, qui passe de 48% à 59% d'opinion favorable après la Coupe... Il fait même 82% à l'élection présidentielle. Après la Coupe du Monde, ça c'est une autre affaire. Après la Coupe du Monde, donc il y a des points pour l'élection 2002. 1984, l'Euro, victoire de la France, Platini, ça aide Mitterrand dans l'élection de 88? Non, c'est loin. 84, 88, vous imaginez. Puis entre-temps, on a perdu une demi-finale de Coupe du Monde encore contre l'Allemagne. En revanche, au plan local, ouais, ça compte. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé dans le journalisme politique, j'avais fait un voyage avec Georges Marchais, qui était encore secrétaire général du Parti communiste, c'est vous dire si je suis ancien. Et alors, le premier truc de Georges Marchais, c'était on ouvre l'équipe et on regarde les résultats de nos villes, c'est-à-dire nos villes du Parti communiste. Donc Le Havre, qu'a fait le HAC, qu'a fait Le Mans, etc. Qu'a fait le Saint-Étienne, qui était encore quand même pour eux à l'époque aussi la ville. Le Parti communiste, voilà, Joseph Sangedols. Voilà. Donc il y a ça. Et puis alors, si vous voulez le comprendre, il y a un formidable film de Jean-Jacques Hano qui date un peu de 1978, qui s'appelle Coup de tête. Ouais. Avec Patrick Devers. Ça se passe dans une petite ville qui est censée être bretonne, qui s'appelle Trinquant. En fait, c'est tourné à Auxerre, d'ailleurs, avec comme figurants les joueurs d'Auxerre. Et vous avez Jean Bouise, grand acteur, qui joue le maire de la ville et le président du club. Et qui dit « J'entretiens 11 imbéciles pour en calmer 11 000 autres. » Voilà. C'est pas très gentil, mais ça vous donne quand même une dimension de ce que peut être le football ici et là. Mais le football est un fait social. Et comme tout fait social, il est objet de débat, et notamment par la classe politique et intellectuelle française. Ce n'est pas une nouveauté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le niveau, il n'est pas celui des années 60, où vous aviez un Lacan, un Foucault, un Sartre, qui s'occupaient des faits divers ou des faits sociaux de l'époque. Barthes, bien entendu. Je crois que le football dit beaucoup de notre époque, de notre société, selon les différents moments, et qu'il faut pouvoir le regarder comme un vecteur dans lequel les Français eux-mêmes projettent des tas de choses. Et soyons lucides et évitons évidemment les récupérations qui sont des détournements de la réalité profonde de ce que représente ce fait social qu'est le football à travers les équipes nationales. Alors, sur fond de menaces terroristes et de climat social surchauffé, les autorités tirent un bilan sécuritaire positif de l'Euro de foot, notamment dans les fan zones. C'est aussi un bol d'air bienvenu au secteur de l'hôtellerie et de la restauration durement touché par les attentats. Céline Martel. Une défaite sportive, mais une victoire pour les organisateurs de l'Euro 2016. Après le coup de sifflet final, le secrétaire d'État chargé des sports parle d'un sans faute. La France a gagné. La France a gagné en organisant cet Euro. Que ce soit l'UEFA. Hier, j'avais le secrétaire général de l'UEFA qui m'a dit qu'il avait trouvé l'organisation française exceptionnelle. Que ce soit les équipes. Vous avez vu que l'Allemagne a fait des déclarations pour remercier la France pour son hospitalité. On a vu que tous les stades étaient pleins. On a vu des supporters heureux. Pourtant, quelques jours avant son lancement, l'Euro 2016 était menacé de toutes parts. Risque d'attentats, inondations, mouvements de contestation. À droite, beaucoup d'hommes politiques réclamaient l'interdiction des fan zones. Ce matin, Patrick Caner se réjouit de ne pas avoir cédé à ces polémiques. Rappelez-vous ce que je disais, y compris à votre micro, à savoir qu'il fallait qu'on soit autant sécurisé dans les fan zones que dans les stades. Et ça a été le cas. Quelqu'un qui voulait faire la fête et qui voulait voir les matchs dans les fan zones était en sécurité. Et moi, j'ai envie de dire, engagement tenu en la matière. Jamais une compétition internationale n'avait été placée sous si haute surveillance. Plus de 70 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour cette compétition. Les rares problèmes sont venus des hooligans. À Marseille, des affrontements particulièrement violents ont fait 35 blessés, dont 3 graves. Le ministre de l'Intérieur annonce le chiffre de 1500 interpellations et 64 reconduites à la frontière au cours du mois de compétition. Malgré un contexte de menace très élevé, l'Euro 2016 de football, grâce à votre mobilisation à tous,
a été une réussite. Aujourd'hui, François Hollande et Anne Hidalgo comptent bien se servir de cet euro comme d'une vitrine pour pousser la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. On avait bien sûr déconnecté les deux dossiers, mais le fait que la France et Paris sont un pays, une ville qui peuvent organiser des grands événements, qui savent l'organiser, et avec la ferveur populaire, ça donne un plus, bien évidemment. Prochaine étape pour l'Elysée, des rencontres avec le comité olympique le mois prochain au Brésil, à l'occasion des Jeux de Rio. Au défilé. Voilà un bilan sécuritaire positif de l'Euro de foot, notamment dans les fan zones, François Rochebloine. C'était décrié par la droite. Il y en a qui voulaient même les supprimer. Hein. Absolument. Et pour ma part, telle n'était pas ma position. Parce qu'effectivement, d'abord, c'était dans le cahier des charges. Et je crois qu'effectivement, ces fan zones devaient être mises en place. Et moi, je tiens vraiment à saluer, je me réjouis, je me félicite. Et je peux dire, le ministre de l'Intérieur a joué son rôle pleinement. Et cette compétition s'est déroulée dans les meilleures conditions. Sécurité, les quelques problèmes qu'il y a eu. Je me suis entretenu avec le préfet Lambert, le patron de l'UEFA, effectivement, qui a eu la charge, comme il l'a vu déjà, la charge d'organiser la Coupe du Monde en 98 et qui avait donc la responsabilité de cet Euro 2016, lors d'un match à Saint-Étienne, en me disant « c'est mon 17e match auquel j'assiste, il n'y a pas de problème ». Il faut arrêter qu'on en parle, parce qu'il y a eu ces problèmes à Marseille. Vous venez de le réciter encore. La Russie de Poutine. Bon, il y a quelques petits problèmes. Oui, entre les supporters russes et anglais. Oui, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Et je crois qu'on ne parle que de ça. C'est toujours pareil. Il y a même eu moins d'incidents graves qu'en 98, où il y avait le gendarme. Oui, absolument. Absolument. Donc finalement, moi je crois que c'est une réussite. Au niveau de la sécurité, c'est un Euro 2016 parfaitement réussi. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Et pour ma part, je m'en félicite. Je voudrais quand même revenir, si vous permettez, justement sur ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Ce que je regrette un peu dans cette équipe de France aujourd'hui, c'est que combien y en a-t-il qui jouent en France ? Il y a eu l'Angleterre qui est venue jouer à Saint-Étienne contre la Slovaquie. Mais c'est pas chez nous. La Slovaquie. Eh bien, l'équipe anglaise, l'ensemble des joueurs jouaient en Angleterre. Oui, mais bon. Et sur la France, non, mais ça doit nous interroger. Pourquoi les joueurs français... C'est un autre débat. C'est un autre débat, mais ça doit nous interroger. Pourquoi autant de joueurs partent à l'étranger et même qui jouent, pour certains, en Division 2 et même en Division 3 en Angleterre. On doit donc s'interroger. C'est un autre sujet, je suis d'accord. Bruno Geppetti, vous voulez réagir ? Je vois... Il faut bien intégrer aussi, la France, c'est pas un pays de culture foot d'origine. Contrairement aux Anglais, contrairement aux Italiens. Il y a beaucoup de gens qui critiquent l'arrêt Bosman parce que justement, nos joueurs vont ailleurs. Mais en même temps, tant mieux. Parce que si Deschamps et Zidane... La liberté de circulation des joueurs en Europe. Voilà. Si Deschamps et Zidane ne vont pas jouer à la Juventus de Turin, ils jouent dans des grands clubs. Ils n'acquièrent pas cette fameuse... Quand on parle de la culture de la gang de Deschamps, c'est pas un truc qu'il a appris au FC Nantes. C'est un truc qu'il a appris... Non, mais c'est vrai. Il a appris à bien jouer au FC Nantes. C'est la Juve. C'est un patron. Mais c'est à la Juve qu'il a appris ça. À la Juve, per favore. Bon, voilà. C'est là-bas qu'il a appris ça. Bon. Tous ceux qui sont là sur le terrain, moi j'ai souvent entendu un certain nombre de mes confrères dire c'est une équipe moyenne. Puis je me dis mais enfin on a la moitié de j'ai entendu hier au soir. Oui, mais voilà, c'est quand même une équipe dont les Giroud, il y a des joueurs à la Juventus, il y a des joueurs à Manchester City, demi-finaliste de Ligue des Champions. Il y a Umtiti qui vient de signer à Barcelone. On n'a pas une équipe moyenne. Voilà, je pense qu'au contraire. Alors, grâce au Paris Saint-Germain, peut-être qu'aujourd'hui, on va avoir un mouvement, et je souhaite qu'il y ait d'autres actionnaires du même niveau qu'au PSG, voilà, qui viennent à Lyon, enfin à Lyon, non, il y a Aulas qui fait ça très bien, mais qu'il faut que Marseille aujourd'hui trouve un actionnaire du même niveau que celui du PSG. C'est comme ça qu'on fera revenir nos joueurs. En même temps, ça souligne et ça réinterroge justement ce dont je parlais, à savoir qu'est-ce que l'équipe de France, qu'est-ce qu'elle représente. On voit là que les lois du marché, malgré tout, priment sur... Dans les clubs, mais dans les clubs, oui. Enfin, je veux dire, on retrouve finalement ce qui fait la globalisation économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de frontières. Ce qui importe, c'est le marché. Non, mais c'est pas pour critiquer, mais c'est pour interroger ce qu'est l'équipe de France. C'est pas une équipe nationalo-centrée. C'est pas quelque chose d'étriqué par définition. Déjà, l'équipe de France est composée de joueurs qui relève d'une forme de cosmopolitisme. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne souligne pas. On entonne la Marseillaise pour de bonnes raisons aujourd'hui.
mais il ne faudrait pas s'enfermer dans une dimension un peu, non pas nationaliste, mais on sent quand même cette tentation-là. Et je voulais vous rappeler certaines réalités. On peut distinguer les concepts, c'est ce que j'ai proposé tout à l'heure, entre un patriotisme joyeux, qui n'est pas un nationalisme dangereux, qui, comme disait Mitterrand, conduit à la guerre. Je voulais que vous réagissiez à ce tweet de Dominique Chaumard. Les politiques qui ont salué la double nationalité franco-portugaise, les supporters l'auraient-ils fait avec d'autres nationalités? Certainement pas. Je n'ai pas compris. C'était quoi la question? Je la répète, les politiques qui ont salué la double nationalité franco-portugaise des supporters l'auraient-ils fait avec d'autres nationalités? Je crois qu'il y a eu un très gros problème dès lors qu'il y a des pays qui sont soit arabes ou musulmans, pour un certain nombre de segments de la population française. D'ailleurs, c'est un sujet qu'il faudrait voir avec tranquillité. Il n'y a pas eu ce déferlement de haine ou de propos identitaires qui sont venus parce qu'il y a eu des Portugais qui sont venus fêter ça sur les Champs-Élysées ou partout en France. C'est quand même le double traitement là, il est quand même intéressant. Et je crois que notre pays peut peut-être essayer de grandir par rapport à ça, de pouvoir avoir cette fraternité à laquelle conduit le football, plutôt qu'il ne soit l'otage d'intellectuels identitaires qui le détournent pour de mauvais intérêts. Il y a eu l'affaire Benzema, l'affaire de la sextape de Valbuena, l'ex-attaquant des Bleus, donc a raté le wagon de l'Euro en raison de sa mise en examen dans l'affaire du chantage à la sextape de son camarade Valbuena. Vous êtes affirmatif. Qu'est-ce qui vous permet d'être affirmatif comme vous le faites? Il est présumé innocent. Non, absolument déjà. Est-ce qu'il a eu raison? C'est un choix de l'entraîneur. Moi, j'en ai assez. A priori. Est-ce qu'il a eu raison, Deschamps, de ne pas sélectionner Benzema? Je ne me permettrai pas. Moi, je pense qu'il pose la question. Non, je ne me permettrai pas de porter un jugement là-dessus, sur son choix. Il a fait des choix en fonction de la constitution d'une équipe. Je revois, au travers de Didier Deschamps, je vois Aimé Jacquet. De la même manière, ce qu'il a vécu en 1998, ce qu'il a préparé quand on a été éliminé... Ça n'a rien à voir, le contexte n'était pas du tout le même. Mais non, mais la préparation de l'équipe. Mais ces questions qu'on ramène... La préparation de l'équipe. Techniquement. La préparation de l'équipe. Il a rassemblé, il a éliminé certains joueurs que justement, que on lui a... le patron de l'équipe, à l'époque, lui a assez reproché. Voilà. Des noms. Mais je crois que c'est ça. Et ça pardon, excusez-moi, mais ça m'agace. Parce que le patron, c'est lui, Didier Deschamps. Je crois qu'il a fait son équipe. Il l'a préparé, il l'a modelé, il a choisi en fonction de ce qu'il attendait des joueurs. Mon collègue a parlé de collectif tout à l'heure. Effectivement, il y a un véritable collectif. Et moi, c'est ce que je retiendrai déjà de cette équipe de France. D'abord, les seuls critères sportifs auraient dû conduire Deschamps à garder Benzema et Ben Arfa. Je vais vous dire deux choses. Deux joueurs français les plus doués de leur génération, apparemment. C'est pas spécialiste. Vu ma position, moi je suis député et je me permettrai pas ici de faire un commentaire. Mais en revanche, j'aimerais bien entendre les deux autres invités qui peuvent. On va les entendre. Plus de liberté. Mais là-dessus, on le fera. J'ai compris. Je pense sincèrement que Deschamps a choisi le collectif. Aucun souci qui vienne dérégler les critères sportifs de concentration et de sérénité qui étaient nécessaires à cette équipe. Il a fait des choix, il n'était pas les plus simples, mais il a préservé surtout le collectif en faisant des choix qui permettaient d'avoir un groupe de 23 qui ne soit pas pollué par des polémiques ou de faux personnages qui viennent instrumentaliser la sérénité de l'équipe de France pour précisément avoir la meilleure performance et le meilleur engouement possible autour de cette équipe. Et finalement, après tout, il a emmené cette équipe en finale et la victoire nous est passée d'un cheveu, donc chapeau Deschamps. Et pour le reste, j'aimerais bien entendre les analyses de donc en 98, Bruno Roger-Petit, je vous passe la parole après Bélir Nabli, on parlait de génération Black Blanc Beurre. En 2016, c'est quoi, génération Black Blanc? Pour les beurres, on repassera? Non. Alors... Ça, c'est une lecture que vous faites qui est pour évoquer la lecture qu'on a faite notamment Jamel Debbouze quand il a regretté la non-sélection et de Benzema et de Ben Arfa en distinguant bien entre les deux cas. Les quartiers populaires ont suivi Écoutez, et Cantona, mais alors j'élimine Cantona parce qu'il a dit n'importe quoi et donc bon, on va pas discuter de ça. Ce que disait Debbouze était plus intéressant parce qu'il disait quand même il y a une partie de la France, des quartiers, des banlieues originaires de l'immigration d'Afrique du Nord qui se sent exclu. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Très probablement parce que, un, c'est une réalité. C'est une réalité. Et deux, parce qu'à force de baigner dans un univers où pendant 6 ans, on nous a expliqué que l'équipe de France devait être porteur d'une certaine idée de la France, etc., qu'on l'a chargé d'un certain poids identitaire, vous avez des gens qui finissent par se dire « Oui, mais alors s'il y a un poids identitaire, il faut qu'on y soit tous. Et si quelqu'un qui nous ressemble n'y est pas, c'est un problème. » Voilà.
Donc il faut aussi il faut le lire dans les deux sens. Jamel Debbouze se trompe dans ce qu'il veut faire porter à l'équipe de France, mais moi je veux l'entendre parce que ce qu'il dit est intéressant. Et il faut répondre à ce que pensent un certain nombre de gens qui se reconnaissent dans ce qu'il a dit. Bon, en revanche, point positif, comme j'ai la chance d'habiter non loin des Champs-Élysées, j'ai droit à toutes les festivités dès qu'il y a un match intéressant. Quand il y a eu la demi-finale que la France a gagnée contre l'Allemagne, il y a déjà des milliers de gens qui sont sortis dans la rue. Et je peux vous dire, il y avait tout le monde. Il y avait tout. Toutes origines, toutes cultures, toutes orientations et même tous âges, y compris ceux qui, comme Jamel Debbouze, viennent de ces territoires-là. Ils étaient là aussi, malgré tout. Je confirme. Donc il y a eu... Voilà. Pablo Picasso, quartier populaire, à victoire contre l'Allemagne, tout le quartier s'est levé. Aller voir dans nos villes populaires. Juste un mot sur Benzema. De banlieue, franchement, les gens étaient là, il n'y a pas de sujet. Juste un mot sur Benzema. Deschamps, c'est pas compliqué. Il a fait la colonne pour, la colonne contre. Voilà. Dans la colonne pour, il y avait grands joueurs. Incontestable. C'est beaucoup. Et dans la colonne contre, il y avait problème interne, parce qu'un certain nombre de joueurs lui tiennent rigueur de ce qu'il a fait, à juste titre d'ailleurs, à Valbuena, parce qu'eux, ils connaissent la vérité. Donc il y a des cadres qui ont dit à Deschamps, ça nous pose un problème. Et puis la deuxième, c'était problème externe, polémique. Benzema aurait été, le moindre de ses gestes aurait été scruté. Quand vous voyez qu'on a failli faire un plat pour un pauvre bras d'honneur lancé à la volée pour Pogba, ce qui était ridicule. Bon, donc... Mais c'est pour ça qu'il a pris cette décision. Il y a eu une intervention politique. Manuel Valls a fait part de son opposition au choix de Benzema. Hein. Mais après, il a retiré. Deux choses. Il a dit. Hein. Deux choses. D'abord, sur un fait. Hier, des Français étaient pour l'équipe qui était en finale face à l'équipe de France. Des Franco-Portugais, mais qui étaient français. Tant mieux. Et tant mieux que ce fait n'ait pas été à l'origine d'une polémique. C'est une manière de souligner aussi le fait que la question identitaire renvoie à une réalité aussi. L'identité, elle est complexe. On peut être français et portugais. On peut être français et supporter le Portugal. Ce qui s'est passé hier, ça n'a pas posé de problème. Je trouve ça plutôt comme un signe de maturité. Il y a déjà toute une histoire aussi avec le Portugal. Il y a toute une histoire. Je dis, il y a déjà toute une histoire. Il y a une dimension historique, mais bon, écoutez, si on pouvait arriver à la même conclusion, à la même situation, quelle que soit l'équipe, ça serait la vraie conclusion et finalement une preuve de maturité d'une société qui accepterait. Mais selon vous, les Français d'origine maghrébine sont sentis concernés par cet euro, alors selon vous, c'est quoi votre thèse ? D'une identité complexe, c'est-à-dire composée de différentes autres branches d'identité. On peut être parisien et provincial, etc., français, portugais, etc. Mais je vois pas où vous voulez en venir là. Le fait qu'hier, des Français étaient pour le Portugal. Et qu'ils ont fêté la victoire du Portugal. Si parce qu'on a accepté que l'Algérie, si c'était l'Algérie, disons les choses très clairement. Disons les choses très clairement. Si l'équipe qui était en face était un pays où la religion majoritaire était musulmane, ça pourrait poser des problèmes à un certain segment de la société française. Et je pense que la société française se grandit si elle est capable de faire la part des choses, en effet. D'accepter que c'est une société dans laquelle il y a différentes personnes qui viennent de tous horizons. Et je crois que d'ailleurs... on n'est pas, comme en 98, dans le mythe de la France black, blanc, beurre. On a voulu nous saouler avec ça après. Il y avait une réalité qui était issue de cette équipe de 98, qu'elle exprimait cette diversité française victorieuse. Mais en même temps, on a voulu en faire un mythe comme si tous les problèmes de discrimination, de difficultés du pays étaient réglés parce qu'on avait gagné la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, on n'est pas en train de tomber dans ce faux mythe, dans cette illusion. Mais ça veut dire qu'on peut retrouver du commun autour du drapeau, autour de l'unité nationale, parce qu'il y a cette demande aussi, que l'opinion a été recherchée. On en revient à ce que vous disiez, à savoir que finalement, donc, l'équipe de France est censée représenter le pays, sauf que sur le plan interne... Elle est censée représenter le pays ou elle est censée marquer les buts ? À l'échelle internationale, elle représente, c'est pas un organe diplomatique, mais symboliquement, elle représente le pays. Donc, il y a eu aussi une extension de cette idée-là du point de vue sociétal. Et donc, on a considéré qu'elle devait finalement être le miroir de la société française. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette exigence de ressemblance a rattrapé le politique, ou rattrape le politique. Autrement dit, l'exclusion dont vous soulignez, le sentiment d'exclusion que vit une partie de notre population nationale, dans la mesure où notamment elle a eu le sentiment de ne pas être représentée au sein de l'équipe nationale, c'est pas propre à l'équipe de foot. C'est parce que précisément c'est un phénomène social global. Est-ce qu'il y a une partie de la population française qui n'est pas représentée au sein de l'Assemblée nationale ?
Au Sénat. Les mêmes. Écoutez, dans tous les organes qui sont censés, formellement, juridiquement, politiquement. Non, non, politiquement. Non, mais on n'est pas là pour faire la comptabilité. Je vous parle de du sentiment. Vous verrez qu'elle est beaucoup plus proche de ne pas être représenté. Donc vous voyez bien que on est là au cœur du problème. C'est le cœur du problème, c'est de savoir qu'est-ce que la France. Est-ce que les organes qui sont censés incarner la nation représentent véritablement la nation? Et c'est parce que la réponse est négative qu'il y a aussi, pas seulement aussi, cette crise du politique. Il y a un problème de représentativité et donc de confiance. Cette représentativité, elle doit avoir lieu aussi non, pas forcément. Alors l'équipe de foot? Non, pas forcément. L'Assemblée nationale, je peux comprendre. Dans les conseils d'administration, dans les entreprises, je peux comprendre. Mais oui, mais c'est télévision, je peux comprendre aussi. C'est là où le pour l'équipe de France, à part les critères sportifs. C'est là où on revient sur la distinction entre le cas Benzema et Ben Arfa. Ben Arfa aussi, le fait qu'il n'ait pas été sélectionné a suscité un malaise. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est parce que finalement, il n'a pas été sélectionné a priori sur un critère, pour le coup, pas judiciaire, mais sportif. Sauf que précisément, mais le critère sportif. Il n'y a pas de démocratie. Le critère sportif est un critère qui relève de notre modèle républicain, c'est le mérite sportif. À partir du moment où les gens n'ont pas compris qu'on puisse considérer que Ben Arfa n'ait pas les qualités pour être sélectionné, ça a renvoyé François Rocheblois, vous voulez réagir? D'abord les différents joueurs que vous avez cités, demain, ils seront peut-être sélectionnés pour la future compétition. On n'en sait absolument rien aux joueurs. Même Benzema, absolument. Mais le cas Ben Arfa. Une bonne attitude pendant l'Euro, il s'est rattrapé avec quelques tweets bien heureux. Oui. Mais ces tweets, c'est tout. Moins il y en aurait, mieux on se porterait, je crois, ça irait tout aussi bien. Voilà. Non, simplement Ben Arfa. Il y a un an, Ben Arfa était au chômage. Et oui, il n'a pas. Il n'a pas joué. Non, absolument pas. Ça n'a rien à voir. Mais il n'a pas pu signer à feu parce qu'il avait déjà joué dans 2 clubs à l'étranger. Il ne pouvait pas avoir un 3e. Absolument. Et après, quand il a fait une saison. Avec la sélection. Attendez. J'y arrive. Il a fait une saison absolument exceptionnelle à Nice avec Puel, effectivement, le coach, et effectivement. Le Didier Deschamps s'est interrogé, effectivement, et sans doute longuement. Mais est-ce qu'il rentrait là encore dans le cadre de son collectif tel qu'il l'a voulu? Il l'a sélectionné dans les 23. Pas dans les 23, dans les 30. Moi, je ne discute pas la sélection. Didier Deschamps est le plus compétent. Ce tweet humoristique de Bertrand Laprey, mêler les cas de Benzema et Ben Arfa sous prétexte qu'il y a Ben dedans, il n'y a qu'un imbécile comme Cantona pour faire ça. Absolument. Mais je crois que là, pour le coup, il dépasse le football. Soyons simples, on peut le dire. Deschamps, c'est un type qui cherchait à faire le meilleur euro, voire d'aller chercher la victoire. On peut être d'accord ou pas avec ses choix. Moi, je le dis, ses choix sont très rationnel sur le plan sportif pour permettre d'avoir les meilleures conditions d'affronter. Mais je me refuse de dire il a eu tort ou pas. Bruno Roger Petit. Ben Arfa, il faut quand même le dire. Peut-être que Bruno Roger peut te le dire, mais la relation entre Deschamps et Ben Arfa était exécrable de leur relation commune à Marseille. Sauf que Deschamps, non, alors justement, c'est très particulier Deschamps. Sauf que Deschamps a eu d'autres relations mauvaises avec certains joueurs, ça les empêchait pas de les rappeler en équipe de France parce qu'il considérait qu'il en avait besoin. S'il avait vraiment eu besoin de Ben Arfa à ses yeux, il l'aurait fait. Parce que donc c'est bien le sportif. Non, mais Deschamps, non, moi j'entends tout ce que vous avez dit. J'entends tout ce que vous avez dit et la lecture effectivement que je partage, notamment on rappelait ce qu'avait dit Debouze, de la lecture que peuvent en faire un certain nombre de gens. Sauf que le milieu du foot est un milieu où il n'y a pas de racisme. Voilà. Mais non, il n'y a pas de racisme. Je vais vous dire pourquoi. L'affaire des quotas. Alors justement, on va y venir. Non, justement, d'écrire des gens par leur couleur de peau. Justement, ça c'est certains. Je voudrais juste terminer. La seule fois où on enregistre une réunion, on entend parler de noirs qui auraient certaines capacités. On a une interview d'un entraîneur. Vous disiez vous n'étiez pas compétent, effectivement. Je vais vous expliquer parce que les propos de l'entraîneur de l'équipe de Bordeaux qui vous décrit un joueur de foot africain qui court plus vite. Si vous le connaissiez, vous ne tiendrez pas ce discours. Bruno Roger Petit. Je voudrais vous répondre là-dessus justement parce que Bruno Roger. C'est là où je voulais entendre les paroles des gens. Justement, c'est là où je voulais en venir et c'est là que je veux vous expliquer ça. C'est-à-dire que Deschamps, c'est un pur produit du FC Nantes. Depuis son enfance, c'est-à-dire ces gamins, ils arrivent, ils ont 13-14 ans, ils sont dans des centres de formation, ils sont mélangés avec tout le monde. Des blacks, des beurs, des Français, des blancs, tout ce que vous voulez. Voilà. Des étrangers, mais même il y a des étrangers, des champions. Bon,
Ils sont mélangés. La question du racisme pour eux ne se pose pas parce qu'ils grandissent dans un univers où c'est un sujet qui est évacué. Et vous allez aussi, parce que moi, mon fils joue dans un club amateur, les gamins, dès l'âge de 10, 11 ans, quand ils commencent à jouer en U11, U12, la question du racisme est évacuée. Absolument. Ça n'existe pas dans le football. Alors, sur l'affaire des quotas... Ça existe dans les tribunes et dans les stades, ça c'est clair. Non, ça peut arriver. Non. Les cris de singe, les bananes, les trucs insupportables, on les connaît. Non, alors il ne faut pas tout mélanger. Sur l'affaire des quotas, c'est un malentendu. Et je trouve que Mediapart a monté un chantier, comme on dit, qui a visé à faire dire à des gens ce qu'ils ne voulaient pas dire. Absolument. Voilà. Sagnol qui a été enregistré en direct. On va passer la parole. On passe la parole à notre sentinelle citoyenne Yacoub Abdelkarim. Vous êtes avec nous. Vous avez. On écoute. On écoute notre sentinelle citoyenne. Vous avez une question certainement, une réflexion, une question, Yacoub. Oui, moi je veux dire seulement une chose. Les hommes politiques doivent s'inspirer du sport français. Aujourd'hui, le sport a réussi là où les hommes politiques ont échoué. Donc je crois que s'inspirer du sport montre comment ce que la France peut faire quand elle se consacre sur la compétence. Voilà ce que je veux dire. C'est le produit de la France. Donc arrêtez de dire qu'il faut des blagues, des quotas. Non. Le sport, c'est ça. Les gens se disent français, point barre. Donc les politiciens doivent s'en inspirer et de faire exactement dans le domaine politique. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà, je voulais juste aussi féliciter le Bleu. Bravo d'avoir fait rêver le peuple. Le peuple doit toujours compter sur les compétences et non des quotas. On est français, un point, barre. Voilà. Merci Yacoub Abdelkarim. On est français, un point c'est tout, Bélir Nabli. Que les protagonistes du football français ne soient pas racistes, c'est quelque chose d'assez évident. Que le football... par définition, échappe au phénomène raciste, je ne sais pas par quel miracle. Non, mais ça, c'est autre chose. Oui, mais quand même. Donc, c'est simplement ça. Et qu'il soit rattrapé, voire instrumentalisé par le politique, qui salue une équipe de France moins racailleuse. Ça vous inspire quoi? Parce qu'elle est malheureuse. Parce qu'elle voudrait un Naïsna. Et ce qu'elle a vu, c'est l'anti-Naïsna. Le Front National, ces nationalistes de malheur, ne peuvent pas supporter ce patriotisme joyeux mais c'est au-delà de Naïsna. Ça renvoie à des personnes. Exactement. On est d'accord. Mais bon. On voit très bien toutes les associations d'idées, pour parler comme les philosophes empiristes le disaient, et même Freud. On voit très bien où elle veut en venir. Et eux ne peuvent pas supporter. Les jeunes comprennent. Mais moi, je crois que je vais vous dire ce qui me plaît. Le message passe. Moi, pas de racaille, c'est-à-dire. Vous savez ce qui me plaît dans cette affaire, cher Nabil Bellig, c'est que je crois que le peuple français est au-dessus et n'a pas laissé d'espace pour les identitaires et les nationalistes racistes. Je crois que sincèrement, il y a une volonté de se retrouver ensemble qui s'exprime à travers le vecteur de l'équipe de France, qui n'est qu'un vecteur. Ce ne sont que des footballeurs, ce n'est que du football, sauf qu'on ne peut pas empêcher les gens de plaquer les choses sur le mot de la fin, sur cela. Et je crois que cette image de l'unité nationale est plus forte. Elle n'a pas laissé d'espace politique pour ceux qui voudraient y voir des affaires identitaires et nationalistes. Euro 2016 réussi sur un plan sportif, sur un plan sécuritaire, sur un plan économique. Et j'espère que cela... Et culturel, absolument. Et j'espère que cette organisation nous donnera des chances positives pour être choisi l'an prochain, en septembre 2017, pour les Jeux Olympiques de 2024. Bruno Roger Petit. Non, mais moi, je rejoins tout ce qui vient d'être dit par mon... Cet euro peut-il nous aider à remporter l'organisation des JO? C'est une autre chose. C'est que les Français savent faire, et ce n'est pas la première fois. Je ne suis pas sûr que les Parisiens seraient ravis d'avoir les JO. C'est ça comme ça. Ça, c'est autre chose. Un euro, c'est bien, c'est dans toutes les villes. Et ils l'accueilleront pour tous les Français. Eduardo Riancipel, l'équipe de France actuelle, elle a un statut de favori pour le mondial de 2018. Non, mais de favori, non, mais c'est la meilleure des positions pour aller jusqu'au bout. Moi, je crois que cette équipe de France est un vrai point d'appui. Il y a un esprit. Et il y a quelque chose à partir duquel on peut construire une équipe extrêmement compétitive pour 2018. Et comme disait Nelson Mandela, je crois que c'est la leçon à retenir, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc apprenons pour aller le plus loin en 2018. Et Bélir Nabli, pensez qu'on va revoir un Benzema, un Ben Arfa dans l'équipe de France? Apparemment c'est ça qui vous a manqué. Pas du tout, non, pas du tout. La question était de savoir que reflétait l'équipe de France. Et la France. Malheureusement ou heureusement, elle est rattrapée par la question identitaire, pour le meilleur comme pour le pire. Je pense malgré tout qu'elle peut s'en sortir par le haut à travers la question identitaire. Comment?
en renvoyant une image cosmopolite de l'équipe de France, parce que c'est aussi ça la nation française. Merci, avocate, d'avoir... Merci qui rassemble tout le monde. Merci, avocate, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir parlé de football pendant 1 heure sur la chaîne parlementaire. Merci, affaire rare pour être souligné. Merci. Pas assez, d'ailleurs. Merci, pas assez, oui. Sport, un peu plus de sport. Merci, en tout cas. Merci serait très bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la chaîne parlementaire. Bye bye.